Donc, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le ministre, directeur général des Palais nationaux d'Éthiopie, Madame la responsable du patrimoine des Palais d'Éthiopie, Monsieur le directeur du César de l'EHESS, chers amis éthiopiens, chers et chers collègues, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui à l'École nationale des chartes pour cette séance de restitution d'expériences et ces conférences consacrées au très beau projet Archives du Négus. Ce projet voulu par le gouvernement éthiopien et accompagné par la communauté d'universités et d'établissements Paris Sciences Lettres est un projet centré sur un fonds d'archives à la fois prestigieux et méconnu, celle du vieux palais du roi Ménélique à Addis Abeba. Et c'est à ce titre, je m'en réjouis vivement, que l'expertise de l'École nationale des chartes a été sollicitée. Ces archives internes, émanant de l'administration impériale moderne, avaient en effet, jusqu'à une époque très récente, la réputation d'avoir été spoliées, détruites, suite à la conquête et à l'occupation du pays par l'Italie fasciste entre 1935 et 1941. Nous savons cependant maintenant que conservées au cœur même de la capitale éthiopienne, dans une aile secrète du palais, elles ont été préservées et sont parvenues intactes jusqu'à nous. Mais que du fait même de ces critères un peu particuliers de conservation, ce fonds splendide n'a pas encore fait l'objet d'études fouillées. Grâce au travail efficace de deux jeunes archivistes paléographes fraîchement diplômés, Jean Hennet et Xavier de Saint-Chamas, travail effectué à l'automne 2016, donc à l'automne dernier, dans le cadre de leur stage à l'étranger de 4e année d'école, un stage d'une durée de 4 mois, a été réalisé un premier inventaire de ces belles archives, instrument de travail qui rendra, je le sais, nous le savons tous, de grands services aux futurs chercheurs. Cet inventaire a en effet permis de révéler, de mettre en valeur plus de 2000 cotes d'archives correspondant aux archives des années 1890-1935, ainsi que 700 cotes relatives à l'administration d'occupation italienne entre 1935 et 1941. Qu'il me soit permis ici de remercier notre confrère Jean-Pierre Batte, ainsi qu'Éloi Fiquet de l'EHESS pour leur travail de suivi et d'encadrement de cette mission. Je crois savoir que le projet a vocation à se poursuivre par l'intermédiaire notamment de nos jeunes archivistes paléographes qui ont beaucoup apprécié, je le sais, ils me l'ont dit, cette belle expérience. Je souhaite terminer en soulignant à quel point l'École des chartes se félicite de ce beau partenariat avec l'Éthiopie, avec l'École des hautes études en sciences sociales et avec la commu Paris Sciences Lettres, et s'associera volontiers à l'avenir à d'autres projets de ce type. Donc, je vous souhaite une excellente séance de conférence et sans plus tarder, je cède la parole au premier conférencier, la première conférencière, Madame Escas, sur la thématique de la réhabilitation du palais impérial d'Addis Abeba. Bienvenue, Madame, et merci pour votre conférence. Madame Michelle Bubenchek, Director of the École nationale des chartes, Mr. Purcell Okar, President of the ESS, Professor Albert Pensen, Director of the Jean Mobian Center, Ato Gabratensai, Director General of the Palace Administration, dear colleagues. First of all, I would like to say thank you from the inner part of my heart for coming to listen our presentation on the progress report of the rehabilitation project of the patrimonial heritage of the Imperial Palace in Addis Ababa. This project is going on by the cooperation of the École des Chartes and ESASS from the French part and the Federal Democratic Republic of Ethiopia Palace Administration from Ethiopia. I thank you. Before I start to show you a film, I will start to I will start to show you the responsibility of my organization. My name is Maza Askas. I'm responsible to the Imperial Palace Heritage. I'm in charge of safeguarding Ethiopian
palace archives and heritage which belongs to our institution. My institution, the Grand Minilik Palace, is a trigger for the foundation of Addis Ababa. In the compound, we have 10 old buildings, and we have a repository on that. The palace administration was established to fulfill two missions. One, to provide state banquets, and the second one, to preserve Ethiopian palace antiquity in the building, to promote values and the tradition of Ethiopian Ethiopian administration. The palace administration, therefore, administered 8 branches of palaces found in different parts of Ethiopia. That includes 145 years old palace in Mekelle, in the northern part of Ethiopia, and Addis Ababa. So the palace administration is responsible to safeguard different heritage, including archives. The history of Ethiopian archives will present by Professor Shfarrao and Dr. Elwa, but for the time being, I want to focus on the palace archives, which have been created since 1880s up to 1981. Before 1907, Ethiopian archives were focused on religious matter and were kept in the different religious authorities. However, because of the introduction of modern bureaucratic system in 1907, the modern Ethiopian bureaucratic archives is found under the custodianship of the palace administration. In October 24, 1907, Emperor Minilik has established a new ministers. Among the ministers, the Minister of Pen was in charge of safeguarding the palace archives. The ministry was supporting the care of the magisterial seal and was serving as a registry to all line ministers until 1941. This ministry was housed in the palace administration. As a result of that, starting from 1907 up to now, the palace administration is responsible to safeguard, protect, and supposed to disseminate information which is found in the archives. However, it is not open because of different reasons. When we see the collection type, we have parchments made from hide-and skins of sheep and goats. We have paper archives. We have analog files, cassettes and films. We have photographic maps, manuscript, typescript, printing text on paper, blueprint, and we have when we see the language, we have the archives are written in different languages, written in Ge'ez, Amharic, French, Italian, and English. Concerning the content, the archives economic, historical, social, and political. It deals about the economic, political history of Ethiopia. Among the information, decrees, rules, laws, regulation, archive about Ethiopian borders, labor laws, the abolition of slave trades, Ethiopian properties found in and abroad, about appointing and dismissal ministers and higher officials, about the treaties and the like. Among the collection, the ancient literary heritage collected books like
Sinksar, you may heard of it. Sinksar, the glory of the saint, the law of king, Kibra Negest, and other religious books are found under custody of the palace administration. The Italian archives also found in the repository. In the Minilik Palace, we have one repository. You can see here is the repository. In this repository, we have 7 big rooms. Each room has different archives. For example, the Anshart archives, which are created from 1880s up to 1940, 1935 in fact. The first confidential archives, the second new era, medal and different awarded are found in different rooms. Having this collection, we have a big problem in records and archives management. For example, the absence of professional manpower, limited knowledge about the profession. As a result of that, public has a limited knowledge about the importance of archives. So the necessary attention is not given to the discipline, the professionals. As a result of that, we haven't had the finding aids due to the absence of modern archives management system. Most of the priceless heritages are in danger. They are susceptible to damage and completely vulnerable to loss. Some records which could not be archives are kept unnecessarily. As a result of that, huge and bulk amount of archives are found in our repository and is impossible to access in a very short period of time. The archives administration system is lagging behind. So we don't have the method to classify, to document. We don't have the method to preserve, conserve. Because of this problem, we try to digitize the archives. We want to migrate to the new technology. And we design a proposal, we design a project to get finance from the government. We acquired millions of birr. Unfortunately, we couldn't because of the lack of knowledge and ability, because of the scarcity of knowledge and technique, we couldn't manage it. So we tried to appeal in abroad. Thanks to Professor Shifarrao, he appealed to Dr. Elo Afeke when they were in Warsaw for another conference. And he will to support Ethiopian archives. And then he made the first preliminary study in Ethiopia. Then continuous missions came to Ethiopia to support, to empower me and my colleagues. And I have no words to say thank you, Dr. Elo Afeke and his friends, his colleagues, Dr. Jean-Pierre, Mr. Hugh Lafontaine, Mr. Francis, and the 2 young professionals, the 2 my sons, and I have got Amharic name, Johannes and Javer. They support a lot. To address this problem, we design a project which has special objectives. To meet that objective, we design a logical framework matrix to address the problem. Then, with the help of these French people, with these French friends, we design methodology, how to inventarize records and archives.
Then we developed inventory format. We get on-job training. We visit France 2 times, and we get knowledge how you are preserve archives, how you conserve archives, how you disseminate information to the public. And we developed confidence. Today we are on the right track to inventorized archives which are found in the repository. By now, 520 folders from the Ministry of Pain, 280 from the Imperial Palace, 26 from Ministry of Agriculture, 626 from Ministry of Trade, 41 from Ministry of Foreign Affairs, 117 from Office of Abolition of Slavery, 61 from the Office of 350 from the Ministry of Finance, 5 from Ministry of Defense, 3 from Ministry of Postal, Telegram and Telephone, 18 from Ministry of Interior, 679 from Italian archives, 10 from Exile archives, 131 from Haile Selassie I Senate. Altogether, 2,928 folders of archives are ready for digitization. Concerning the future plan, after we digitize the archives, we are supposed to open to the public. And we propose to the government to have a new purpose-built building, and we get finance to construct the building, and the blueprint has comment by Dr. Eloine Jean-Pierre. By next year, we start the construction of a purpose-built building for archives. As I have shown you before, we have 10 old buildings which are ready for museum purpose. Thank you. Merci. Amasagnalo. We will see the video film, how it was. We will see before the project and after the project. We will see the existing condition of the archive which are found under the custodianship of my organization. Thank you. Merci beaucoup, Meaza. Thank you very much, Meaza. So this is an extract of a film that was prepared by the Walta information of the Ethiopian government that will show you some pictures of the archives some years ago before the project started. Donc, il s'agit du centre d'archives du palais d'Addis Abeba. When we finish the conservation of the palace, we have a plan to open to the public. We have a project plan. We have believed that this is the first modern bureaucratic archives, not only in Ethiopia, but also in Africa. As you all may know, Ethiopia was not colonized by any foreigners, so we create archives by ourselves. We start to see the Ministry of Pain archives. Because of the absence of type written, all the incoming letters were glued. In one page, we can see different archives which has different information. As a result of that, we have faced a problem to inventorize and record
ምንሰራው ማጽዳት ማናፈስ መለያ ቁጥር መስጠት መመዝገብ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ የተጎዱትን ደግሞ የማስተካከያ ስራ ይሰራላቸዋል አንዳንድ የተጎዱ መዛግብቶች አሉ እነሱን ደግሞ ለብቻቸው አድርገን እናጸዳናቸዋለን እዚህ ጋር አሁን የምናየው የቆዳ ነው መጠረጃው እዚህ ኋላው ግን ተበልቶና ተበላሽቶ ስለሚገኝ bind by hide ቁጥር በዚህ አይነት ተሰጥቷል ይሄንን ከቀድሞ መዛግብት ጋር የሚለየው ይሄንን አሁን እኛ this is the outgoing letters በዚህ አይነት የኮፒ ስለሌለ እንደድሮ ቀሪ በዚህ አይነት because of the copy problem በዚህ አይነት the Ministry of Finance is supposed to የሚያወሩት ስለ መሬት ስለ አስተዳደር write in a ledger ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ከሌሎች ጋር ስላለው ግንኙነት በቤተ መንግስት ስለሚሰጡ social political and economic matters of the time ሳይነካ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ብቻ መጠቀም we want to digitize into electronics to migrate into electronics media then we want to give service electronically እዚህ ጋር ደግሞ የጣሊያን መዝገብ ቤት ነው now we are going to the Italian archives በጣሊያንኛ የተጻፉ ናቸው it's written in Italian we can't understand we can't read Italian language ሁለት ወር ውስጥ አደራጅተን so በዚህ the archives were kept here and there in different rooms and we keep in this room without classification without classifying the archives because we do not know the language we do not know what the information is inside we are looking for the support of Eloi Jean-Pierre and the young professionals ensuite le travail qui a été fait sur ce fond en particulier. We are in newsletters. This is one among the first Ethiopian newsletter. This is the published material. When there is decorated by the emperor, the person should have the diploma. The archives which we see over there is the Emperor Haile Selassie the first archive. የአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን መዛግብቶች አሉ ሌሎች ደግሞ የደርግ ዘመን አለ we have the Derg archives you can see how they put እነሱን እንደምታየው አሁን መሬት ላይ ተበታትነው ነው የሚገኙት መሬት ላይ ያረግንበት ምክንያት እየተደራጁ ስለሆነ ነው አንድ ፋይል totally different ከሚመስለው ጋር መግባት አለበት ስለዚህ ከሚመሳሰለው ጋር ለማስገባትና ለመለየት በዚህ አይነት ሁኔታ በትነን ያዘጋጀነው ነው የሚገኘው ይሄ ከተዘጋጀ በኋላ ሸልፍ ተዘጋጅቶላቸው እዛ ቤት ውስጥ አዳራሽተን አንድ የጥንታዊ መዝገብ ቤት የምስጥራዊ መዝገብ ቤት የሚላለን ሁለተኛ መዝገብ ቤት በሚል በሱ አዳራሽተን ለማስቀመጥ ነው ምን ዝግጅት ያያረግን ያለ ነው ከ1933 በኋላ ያሉ መዛግብቶች ናቸው የቴጌመነን ይኖራል የደርግ አለ ያጼ ኃይለ ሥላሴ አለ ስለዚህ ባመጫቸው ለማደራጀት ግማሾቹ መሬት ላይ ይገኛሉ His Majesty Emperor Haile Selassie ቁምሳጥን ተደርድረው ይገኛሉ እነዚህም የማደራጀት ስራ እየጠበቁ ነው የሚገኘው የኢንተሌክቹዋል አሬንጅመንት የሚባል አለ በመዛግብት ህግ በዛ መሰረት ሰርተን የፋይል ፕላን ሰርተን በፋይል ፕላን መሰረት የማደራጀት ስራ ከጥንታዊ መዝገብ ቤት ጀምረናል ይሄ ሁለተኛው ነው እዚህ ላይ ግን የማናፈስና ተበትነው የነበሩትን በመታዩት አይነት መልክ በፋይል ውስጥ መልካስ ይዞ የማሰር ስራ ተከናውኖላቸዋል በአምስት አመቱ የጣሊያን ወረራ ወቅት ያገለገሉ አርበኞች በሰሜን በምስራቅ በምዕራብ በደቡብ ኢትዮጵያ የሚገኙ አርበኞች እያስመሰከሩ it shows the history of the patriotic movement and the history of the patriots who fought against the Italians. Here you can see how we cleaned the archives before we dealt with tour. You can see after the project
ቤተ መዛግብት ጥንታዊ መዝገቦች የሚገኙበት ክፍል ነው። እንደሚታወቀው ከ1870ዎቹ ጀምሮ የተፈጠሩ መዛግብቶች ናቸው ውስጥ የሚገኙት። መዛግብቶቹ ረጅም ዓመት በማስቆጠራቸው ምክንያት ለአገልግሎት መስጠት አልቻለም። ይህንንም መሰረት በማድረግ ከተለያዩ አካላት ጋር በጋራ ለመስራት ጥረትና ሙከራ አድርገን ነበር። አሁን ከፈረንሳይ በተገኘ እርዳታ የኢንቨንታሪሻት የሚባል የፈረንሳይ ብሔራዊ ቤተ መዛግብትና የፈረንሳይ ተቋማት ጋር አንድ ላይ በመሆን ለዲጂታይዜሽን በሚመች መልኩ ኢንቨንታሪ እየተሰራ ነው የሚገኘው። We have a stress problem in conservation of archives. የኮንሰርቬሽን ስራ መሰራት እንዳለበት በጋራ የምናየው ነው የሚሆነው። ሌሎች ደግሞ በጣም ኮንሰርቬሽን ከሚያስፈልጋቸው ወይም እድሳትና እንክብካቤ ከሚያስፈልጋቸው መካከል በዚህ አይነት ሁኔታ የተጻፉ ወረቀቶች አሉ። በጣም ትራንስፓረንት ስለሆነ ለማንበብ ራሱ አስቸጋሪ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም ኮንሰርቬሽን ስራ ውስጥ Il s'agit de papier pelure qui servait de transfert, donc des lettres sortantes, et donc c'est des copies par transfert d'humidité. ይሰራል ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ አሁን በጋራ በመስራታችን ያገኘነው አንደኛ የሀገር አቀፍ እና የዓለም አቀፍ አሰራሮችን ምን እንደሚመስል ያንን ለመከተል ረድቶናል። ሁለተኛ እንዴት አገልግሎት መስጠት እንደምንችል ፈረንሳይ የስራ አጋዦቻችን ባገኘነው መሰረት ለማደራጀት ሙከራ እያደረግን ያለነው። Some archives are bigger in size. It's difficult to scan in ordinary scanner. Some needs binding. እነዚህ መዛግብቶች የተፈጠሩት በጣሊያን ዘመን ነው። Now we are in the Italian archives. በኋላ በተለያየ ቦታ You can see after the Italian young professionals, the French ከዚህ ፕሮጀክት young professionals, ተገኘ እርዳታ ሁለት ኢንተርንሺፕ they reclassified ወደ the ኢትዮጵያ archives. ወደ 3 ወር የሚሆን ጊዜ ቆይተው They work on 3 months እንደገና ሪአሬንጅ to አድርገው rearrange the archive. ጣሊያን አደረጃጀት ምን ይመስላል የሚለውን ካዩ በኋላ They rearrange and classify based on the Italian system. የጣሊያን አደረጃጀት በመከተል በዚህ አይነት መልኩ አደራጅተው ሌብል አድርገው ለጥፈው የመጀመሪያ ኢንቨንታሪ ስራ ሰርተው They did the first inventory work. 015 is the initial number for the Italian archives, and the second number is given by the Javert and Jean. እስካሁን ድረስ ይሄ ፕሮጀክት እስከሚጀምር ድረስ የጣሊያን መረጃ እንዳለን we do not know ምክንያቱም የተሰበሰበው ወረቀቶች ስለምን እንደሆነ finding Italian archives. በትክክል የተደራጁና በወቅቱ የሚደረጉ የቢሮክራሲ አሰራሮችን በዚህ አይነት መልኩ መቀመጡን የማናቀው ነገር ነበር ማለት ይቻላል። ከዚህ በኋላ በመቀጠል የስደት ዘመኑ አጼ ኃይለ ሥላሴ በለንደን በነበሩበት exile files when Emperor Haile Selassie was in abroad. ተሰብስበው ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። እነሱንም ቋንቋቸው የተደበላለቀ ስለነበረ አማርኛ and the archives written in English, Amharic, French ስላሉ በተደረገልን እርዳታ ለማደራጀት with the help of the professionals we try to rearrange the archive. This is the second Mazgabet, the second archives. We have more than 12,000 archives in folder. You can see the difference. Among the archives, we have different agreements. This is the Wuchaleo. It's written in English, in Italian language.
and this one written in Amharic. ውል አለ። ለበርካታ ዓመታት ከአገልግሎት ውጭ ሆነ የነበሩትን ለህዝብ ክፍት ለማድረግ All the archives is inaccessible. ለማሳየት ነው። እንግዲህ እነዚህ የሚታዩት ካሉን ኮሌክሽኖች መካከል በጣም ጥቂቶቹ ናቸው። Among the collection we have, this is the small number. You can see this is the agreement between Emperor Haile Selassie and Lagar. መዛግብቶች የምናያቸው የደርግ መዛግብት ናቸው። በዚህ መልኩ ያስቀመጥናቸው የጣሊያን መዛግብትን ያደራጁት ወጣት ፈረንሳይ እንዴት ያደራጁት እንደነበረ young professionals how they rearrange the archives ለማሳየት ነው። We try to rearrange the Derg archive. Some of the archives are ይሄኛው ክፍል ደግሞ የተለያዩ ፊልሞችን የያዘ ክፍል ነው። እነዚህ This is the analog files. almost ከ1900 አካባቢ ጀምሮ ሲሰራባቸው የነበሩት ፊልሞች ናቸው። Oui, donc là, il s'agissait de films et de photographies, et c'est un fonds que, grâce à Hugues Fontaine, a commencé à être étudié et classé. Mais la difficulté des films est qu'il faut des équipements particuliers pour pouvoir y accéder. This is the Senate archives. We try to label according to the lesson we have got from the colleagues. At the beginning, it was so dirty. You can't enter to the room. You can see how they were kept in the repository. Now we try to keep in a good order, and all these archives are ready to inventory. You can see the difference. The difference is huge and visible. Within a very short period of time, we try to cop up your work. We try to learn from you. Thank you so much. Thank you so much. መዛግብት የሚገኙበት ቦታ ነው። እነዚህ መዛግብት Thank you very much, Mirza, for this very large overview and presentation of the archives. Je vais maintenant peut-être passer au français, vu qu'on est dans un échange de savoir qui passe par plusieurs langues, le français, l'anglais et aussi la langue amharique. ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊ መንግስት እኛ በጣም እንመሰግናለን ማለት ይህን ፕሮጀክት ለኢትዮጵያ ታሪክ እና ለእውቀት በጣም ዋና ነው፣ አስፈላጊ ነው እና ለእናንተ እርዳታ ለእናንተ ወዳጅነት በጣም እንመሰግናለን። Voilà, quelques mots en amharique pour remercier nos collègues. Alors, je vais chausser des bottes de cet lieu pour revenir un peu sur ce que vous avez pu découvrir de l'état récent et de l'état actuel des archives du palais d'Addis Abeba pour situer ces archives
dans le mouvement de l'histoire contemporaine éthiopienne. Alors peut-être on va passer en mode diaporama, ce sera plus élégant. Petite note pour dire que l'on doit cette image, alors dont un extrait a servi à constituer l'affiche, à un artiste éthiopien, professeur à l'école d'art de l'université d'Addis Abeba, Haïlou Kiflé, qui utilise comme technique et comme matériau d'inspiration les sceaux, donc, qui marquent les archives éthiopienne. Ici, il s'agit du sceau de la reine Zaoditu qui a succédé à l'empereur Ménélique. Et ce sceau donc, de large taille est lui-même composé. On voit la matière, c'est plusieurs sceaux que cet artiste reproduit par lui-même et imprime pour former la matière du tableau. Donc on voit en quoi la matière historique est aussi source d'inspiration artistique et certainement l'ouverture de ces archives au public de chercheurs ainsi qu'aux citoyens éthiopiens permettra de reconnecter ce peuple, cette nation avec une histoire contemporaine qui est restée pendant quelques années entre parenthèses. Et c'est l'un des enjeux principaux de ce projet que de pouvoir donner accès et faire en sorte que l'histoire puisse être comprise à travers ses sources originales. Alors, comme l'a signalé Meaza dans son exposé, pendant longtemps, ce qui constituait des archives, en tout cas des actes officiels de l'administration éthiopienne, était conservé dans des églises où le clergé, de par sa maîtrise de l'écriture et puis de par la sacralité des églises, a été le lieu privilégié pour la conservation des actes importants, et l'État royal déléguait à l'Église le soin de conserver ces actes les plus importants, notamment les actes fonciers. Alors ici, il s'agit d'une église célèbre d'Éthiopie, l'église de Breberen Selassie à Gondar, fondée au XVIIe siècle. Et là, il s'agit d'une photographie de manuscrits d'une église éthiopienne. Il y a nombreux projets de recherche en cours sur faire des inventaires d'églises et essayer de retrouver à travers ces inventaires non seulement de retracer les collections d'ouvrages religieux, mais de voir à travers les marginalia les actes qui ont pu être conservés en marge des manuscrits religieux, qui permettent de reconstituer une grande part de l'histoire éthiopienne. Alors, Alain Gascon ne me reprochera pas de passer par une carte pour donner une approche territoriale. Donc, l'Éthiopie, c'est un massif de haute terre en moyenne de 1500 mètres d'altitude. Donc, il s'agit de hautes montagnes qui surplombent les basses terres du bassin de la mer Rouge et du golfe d'Aden. On voit ici la péninsule arabique séparée par le Bab el-Mandeb. Donc on va partir de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, où le royaume chrétien, dont vous voyez ici l'extension maximale, était administré par des rois, puis disons une coordination de gouverneurs provinciaux centrés sur Gondar, avec plus au sud le royaume chrétien du Shoa, séparé territorialement du reste du royaume chrétien. Et les archives, comme je l'ai signalé, étaient conservées donc dans des institutions religieuses, et on voit ici une page annexée à un ouvrage religieux d'actes de donation foncière. Alors, sous le roi des rois Théodore, qui
régné de 1855 à 68, il y a eu un début de réforme de l'État éthiopien. Ce souverain comprenait qu'il y avait à l'échelle du monde des transformations importantes qui étaient en cours, liées à la modernité, liées à l'extension d'empires qui ne tarderaient pas à devenir coloniaux. Et ce souverain, qui était originaire des territoires à l'ouest de l'Éthiopie, était assez conscient des transformations qui avaient lieu en Égypte, au Soudan, était conscient qu'il fallait transformer l'État, son fonctionnement, son organisation, pour pouvoir participer à ces changements et résister aux menaces que pouvaient représenter certaines de ces transformations. Et parmi les réformes entreprises par le roi Théodore, il y a eu un déplacement du centre de pouvoir de Gondar, qui était l'ancienne capitale mais en déclin, à Magdala, une forteresse naturelle, comme il y en a beaucoup en Éthiopie. Et on le voit beaucoup plus au sud du pays, avec pour perspective de pouvoir unifier le territoire et réimposer un pouvoir royal qui puisse fédérer les différents territoires d'Éthiopie. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais un acte important a d'une part été la collecte forcée des archives royales détenues dans les églises de Gondar. Donc il y a eu les églises de Gondar ont été vidées de leurs documents par la volonté royale et transférées à Magdala pour y constituer une importante bibliothèque royale. Donc on a une vue ici de cette forteresse naturelle. Une importante collection d'archives royales y a été transférée. Et en 1868, il y a eu une crise internationale où ce souverain voulait lier des relations diplomatiques avec les puissances occidentales, et notamment la reine Victoria, qui n'a pas répondu à ces demandes de partenariat diplomatique, et de colère, vexé par cette fin de non-recevoir, le roi Théodore a pris en otage tous les Européens qui se trouvaient dans le pays, et la couronne britannique a envoyé un corps expéditionnaire pour libérer ces otages. Et ça s'est résolu par la prise de Magdala, son incendie, la mort par suicide du roi Théodore, et comme acte de victoire, la prise de la bibliothèque royale par l'armée britannique, qui donc s'est emparée des collections, et la plupart se sont ensuite retrouvés au British Museum, à la British Library aujourd'hui. Alors, l'histoire de cette collection reste à reconstituer. Sur le parcours du corps expéditionnaire britannique, les ouvrages considérés comme les moins précieux ont pu être conservés par des églises en chemin. C'est un travail notamment que Stéphane Ancel, qui est ici, a contribué à réaliser avec une équipe de philologues allemands de l'université d'Hambourg, sous la direction de Denis Nosnitsin. Alors, je retrace un peu l'histoire selon les catégories chronologiques usuelles des grands souverains. Ça manque de finesse, mais ça permet de redonner un cadre. Après la défaite du roi Théodore, c'est un chef de la province septentrionale du Tigray, un certain Kassa, qui s'est emparé de la couronne impériale pour se faire couronner sous le nom de Johannes IV du nom, donc Jean le IVe, et il a établi le centre de son pouvoir à Mekele,
qui se situe dans le Tigray, mais au sud de cette province du Tigray. Donc une façon de gouverner depuis le Tigray le reste des territoires éthiopiens plus au sud. Et cet empereur a bâti à Mekele un château qui a fait l'objet de travaux récents de restauration par l'administration des palais d'Éthiopie. Mais à notre connaissance, il subsiste peu d'archives de cette période. Il y a de la correspondance entre le roi Jean et des puissances extérieures, donc une connaissance diplomatique, mais d'archives internes de cette période, pour l'instant, nous n'en connaissons pas ou très peu. Alors, ensuite, le pouvoir de Jean était en tension avec un autre souverain régional, un certain Ménélik, qui était le roi de cette province du Shoa, longtemps détaché du reste du royaume, mais par le roi Théodore réincorporé dans le giron du royaume chrétien. Ménélik lui-même avait grandi dans son enfance comme prisonnier du roi Théodore à Magdala. Donc, suite au décès de Théodore, Ménélik et Jean étaient Ménélik et Johannes étaient en compétition. Il y avait une sorte de partage du pouvoir entre ces deux souverains, avec un accord tacite que Ménélik succéderait à la couronne impériale après Johannes. Alors, l'une des caractéristiques du pouvoir de Jean IV, c'est d'avoir résisté à plusieurs agressions extérieures de la part de l'Égypte, qui avait tenté de prendre plusieurs positions en Éthiopie dans les années 1870, de même que des agressions de groupes soudanais mahadistes, ainsi que des premières implantations italiennes sur les côtes de la mer Rouge. J'accélère le rythme. Suite à la mort de l'empereur Johannes contre une armée soudanaise mahadiste aux frontières nord-occidentales de l'Éthiopie, Ménélik prit la couronne impériale, et Ménélik poursuivit à la fois l'extension du royaume à ses périphéries. On voit se configurer sous Ménélik la forme actuelle de l'Éthiopie et des premières tractations avec les puissances coloniales européennes qui, après le traité de Berlin, commençaient à prendre position sur les côtes de la région et, à partir des côtes, à pouvoir former des territoires coloniaux. Donc il y a eu des premiers accords en 1889 avec les Italiens qui constituent les fondements de ce qui deviendra l'Érythrée, des débuts d'implantation de Français dans le golfe de Tadjoura à partir notamment du port d'Obok, et les Britanniques installés à Berbera comme port en miroir avec celui d'Aden que les Britanniques contrôlaient depuis les années 1830. Alors Ménélik était un roi à la tête d'une puissante armée qui contribua donc à l'extension des territoires, et cette extension s'est traduite par un déplacement du centre politique pour fonder la ville d'Addis Abeba. Donc on le voit par rapport au centre historique du pouvoir, beaucoup plus au sud, de façon à marquer une volonté de construire une Éthiopie nouvelle à partir d'un centre nouveau sur des espaces étendus, incorporant des territoires au sud, à l'est du pays, importants
pour constituer un territoire qui puisse contrôler les ressources agricoles, notamment des territoires extrêmement fertiles au sud du pays. Donc là, on voit une photographie du tout premier établissement du palais d'Addis Abeba sur une colline qui surplombe une plaine. Et c'est avec l'établissement du palais d'Addis Abeba qu'une administration nouvelle prend forme. Alors, un moment clé dans l'histoire contemporaine éthiopienne, c'est en 1896 la bataille d'Adwa qui oppose l'État d'Italie qui cherche à étendre sa colonie d'Érythrée et à prendre le contrôle du royaume d'Éthiopien d'après une interprétation contestée de l'accord signé en 1889, accord qui est conservé dans les archives du palais. Il y a des accords sur l'interprétation de l'accord. Est-ce que cet accord donne mandat aux Italiens pour exercer un protectorat sur l'Éthiopie, ou cet accord permet-il aux Éthiopiens de requérir le service des Italiens pour traiter d'affaires internationales? Et suite à plusieurs tractations, un corps expéditionnaire massif est envoyé en Éthiopie, et cela se solde par une défaite de l'Italie, défaite historique, première défaite importante d'une armée européenne sur le sol africain. Et après cette défaite, plusieurs traités seront signés pour reconnaître la souveraineté de l'État éthiopien et la reconnaître dans un cadre frontalier consolidé et élargi. Donc on voit ensuite, par traité, sont négociées les frontières actuelles de l'Éthiopie. Donc ces traités sont les premiers traités frontaliers négociés après 1896 jusqu'au début du XXe siècle. Alors, cette consolidation de l'État éthiopien va de pair avec le renforcement de la capitale qui devient un lieu de représentation internationale du pouvoir. Des premières ambassades s'y établissent, ambassade d'Italie, ambassade de France, ambassade de Grande-Bretagne. Cela fait 120 ans que l'ambassade de France est établie à Addis Abeba. Et donc, le palais s'enrichit de constructions nouvelles et raffinées. On voit ici les appartements privés de l'empereur Ménélique bâtis par un architecte indien, d'où cette coloration de palais de Maharaja. Mais on voit aussi ici un très grand bâtiment qui fait plus de 60 mètres de long, qui est le hall de réception pour accueillir les grands banquets royaux. Et ce grand bâtiment est construit sous la supervision technique de l'ingénieur suisse Alfred Ilg, qui est conseiller de Ménélique pour les affaires diplomatiques ainsi que pour diverses questions qui impliquent d'importer une technicité, un savoir-faire européen. Donc on voit le palais se consolider, se transformer à travers différentes fonctions politiques, sociales. Alors, Ménélique consolide son administration en établissant des ministères et une administration calquée sur les modèles administratifs européens. Et le coordinateur de cette administration est le
Tzafit Zahaz, qu'on traduit en français par le ministre de la plume, c'est c'est une fonction qui existe de longue date dans la monarchie éthiopienne. C'est le dignitaire qui contrôle toute la communication royale, et notamment la communication écrite, notamment en étant le détenteur des sceaux royaux et en étant aussi le rédacteur de la chronique royale. Et donc le Tzafit Zahaz, ministre de la plume, Gebre Selassie, est en charge de la réforme de l'administration royale et de la constitution du premier fonds d'archives à partir de 1907. Donc on a là les premiers fondements des archives sur lesquelles nous travaillons à l'heure actuelle. Et comme je l'ai signalé, plusieurs experts étrangers comme Alfred Ilg, Léon Cheffneux, qui sont tous deux en charge notamment de l'installation du chemin de fer entre Addis Abeba et Djibouti. Ces conseillers techniques, militaires, diplomatiques vont apporter avec eux des savoir-faire administratifs dans la façon de constituer des archives, de constituer une comptabilité. On peut lire dans les archives du palais cette élaboration de nouveaux savoir-faire administratifs, d'une administration qui s'autonomise de l'administration exercée jusqu'à présent par le clergé. Et donc, c'est fascinant de pouvoir reconstituer à travers les archives les réformes de l'État contemporain éthiopien dans ces moments de formation. Jusqu'à présent, nous n'avions accès qu'aux archives extérieures, aux archives diplomatiques, aux échanges entre la couronne éthiopienne et les puissances étrangères, alors ce qui donnait une vision très extravertie de l'histoire éthiopienne, mais les dynamiques internes de réforme, transformation, constitution d'une administration d'État moderne restaient jusqu'à présent très peu connues. Il n'y avait que de faibles indices pour la comprendre. Rapidement, après la mort du souverain Ménélik en 1913, son petit-fils Lijiasu, donc l'infant Josué, lui succède, mais sans prendre la couronne royale. Il y a un interrègne difficile qui est contesté par des dignitaires qui voient mal ce jeune homme dont une partie de son ascendance est musulmane succéder au trône, et une coalition de dignitaires dirigée par le Ras Tafari Mekonnen, futur Haïlé Sélassié, fait un coup d'État en septembre 1916 contre Iyasou pour installer sur le trône la reine Zaouditou, fille de Ménélik. Il y a un partage du pouvoir entre Zaouditou et Tafari, qui est nommé héritier du trône et qui exerce les fonctions exécutives du pouvoir. Et donc, à travers les archives, on voit que entre le Rastafari et son ministre de la Plume, là, il y a une production d'archives importante avec une systématisation de l'administration éthiopienne. C'est à partir de ce moment-là où on voit des registres donc de courriers au départ, les courriers à l'arrivée qui sont collés dans des registres. Donc on voit là des pratiques qui se systématisent, qui s'établissent, et le gros du fond que nous avons étudié est constitué à cette période. Alors, on en est vraiment tout au début, on n'est pas encore en mesure de dégager complètement
ce qui se joue à ce moment-là, mais à travers un premier regard archivistique, on peut commencer à identifier des rôles importants, la façon dont les différents ministères s'articulaient à la couronne. On se rend compte notamment qu'il y a peu d'archives relatives aux questions de défense, donc probablement les archives du ministère de la Guerre, comme c'est le cas dans d'autres pays, notamment en France, étaient gérées autrement, plus en interne à ce ministère. Donc encore beaucoup de questions se posent, mais on a déjà un panorama beaucoup plus précis que ce que l'on pouvait connaître jusqu'à présent. En novembre 1930, Rastafari, qui était héritier du trône, devient empereur après le décès de la reine Zaouditou. C'est un couronnement qui connaît un grand retentissement. On le voit ici avec l'impératrice Ménène. Donc, son administration se renforce encore avec ce couronnement, avec une volonté de réforme, de centralisation du pouvoir autour de la couronne. Mais très vite, il doit faire face à une résurgence de l'esprit de conquête italien, blessé dans son orgueil par la défaite d'Adwa en 1896. Et en 1935, Benito Mussolini lance une opération d'invasion, d'occupation de l'Éthiopie, que les protestations de Haïlé Sélassié devant la Société des Nations ne suffisent pas à stopper. C'est une faillite du droit international, faillite qui est un prélude à la Seconde Guerre mondiale. Et là, je laisse la parole à mon collègue Schifero Böckele, qui va donner quelques éléments sur la façon dont la période d'occupation italienne représente un tournant politique, mais aussi un tournant dans le fonds d'archives dont nous avons l'étude, avant que l'équipe de Jean-Pierre, Jean et Xavier présentent leur travail sur les archives italiennes à proprement parler. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, the director of the École des Chartes, colleagues and friends, I am really honored and very happy to be present here and take part in these activities. Our trip here is part of the project, and I must take this occasion to express our deep appreciation and gratitude to the École des Chartes, to the École des Hautes Études en Sciences Sociales, and then to our colleagues, Monsieur Eloafike, Jean-Pierre Bat, and several other colleagues who helped us, like Hugh Fontaine and the young professionals, Xavier, Jean, etc. Quite a large number of people helped us over the last 1 year and a half, and we express our deep gratitude and appreciation for this. The reception here in France was excellent. We came on Sunday, and we'll go back tomorrow in the night. We have 1 week of packed visits. So we visited the Château de Versailles. We visited Château de Fontainebleau. We also visited the National Archives at Pierrefitte and here in Paris, as well as the diplomatic archives at La Courneuve. In all the places we went to, the highest officials came out to receive us, to explain to us the situation, and to answer to our questions. And so it was an excellent reception, very warm, very friendly, and very, very educative. So thank you very much again for this. The second point into which I would like to go in my presentation,
is to mention that in the 20th century, Ethiopia passed through two major turbulent periods. The first turbulent period was Italian occupation, which my colleague Elwa just showed you, the invasion by Mussolini, a very big war, hundreds of thousands of soldiers, airplanes, tanks, poison gas. The Ethiopian armies were defeated. Then widespread national resistance. Because of this, the repression was terrible. The second turbulence was in 1974 when the revolution broke out. And that brought about civil war and massive dislocation and so on. So these two events affected the national the archives we are talking about. The first one, when the emperor was defeated, he came back to Addis Ababa from the front, and he decided to flee. And he fled in the night of the 1st of May to the 2nd of May. In the morning of 2nd of May, the news was heard in Addis Ababa that the emperor fled. And so the people went wild. They started to loot, burn, kill their enemy, all kinds of things happened because the state collapsed. So there was widespread burning of buildings, and the targets were government buildings, private buildings of the rich people, head offices of firms, and shops. And in government buildings, some of the key targets were the palaces. This palace was attacked, and many damages were done on this palace, which Maaza and Elwa have shown you. There was another palace in Addis Ababa and another place that too was attacked in this process of looting. Then 4 days later, the Italians marched in, and the looting and the burning stopped. Now, two stories developed out of this that affected our archives. The first was that when the palace was burnt, people started to say that the archives were also burnt. For instance, in my case, my grandfather was there at the time, and he used to tell us as we grew up that many things were burnt in the palace of Menelik, and of course the archives were also burnt. Then after the restoration, life was restored for many years. The belief in town among the people was that the palace archives were burnt. The government did not make any public announcement. Nothing was made. Eventually, toward the end of the 1960s, researchers started to look into this, and a British researcher by the name of Richard Pankhurst discovered that the Italians had taken some archives to Italy from this place. And so on the basis of this, the story spread that the Italians had looted the archives and taken them to Italy. And where are those archives in Italy? Richard Pankhurst was a very well connected, a very powerful British historian. So he searched on his own in Italy. He could not find any archives in Italy. And later I was also interested in this, and I contacted, together with Richard again, in the 1980s, together with Richard, where these archives could be. There was a senior Italian professor who died recently, Professor Calchinovati, who was willing to help us, who was working as a consultant for the Ministry of Foreign Affairs of Italy, and he agreed to help. And so we started looking for this in Italy.
And in spite of the good connections of Professor Calkinovati, we couldn't get any information that the Italians had taken the archives of Menelik to Rome. But in the process, we discovered that there was indeed an attempt to take some archives to Rome, which were seen and examined in Rome. Then they decided to return them. They returned them and gave them to a very important leading family of functionaries of the previous government, but at the time they were collaborators with the Italians, who took them to an important church called Debre Libanos and kept them in that church. And then the Italians came, went out, the emperor returned. When the emperor returned, they said, this family had given back these archives to the emperor, and so they were kept in the palace. But by the time when we were doing this research, the most important people of this family were already dead. The grandfather, who was a minister of pain, had died much earlier. The son, who was the son of this minister of pain, an important intellectual minister, politician, his name was Mahatma Selassie. He was killed by the military government. His grandson, who was also a minister of education, etc., Saifu Mahatma Selassie, he too was killed. So we could not get anything from the family because these were the people who knew. Other people in the family, they said, we don't know. So we were not able to establish exactly what was the situation with regard to this return of some of the archives of Italy, of the palace from Italy to Ethiopia. We could not follow it anymore. We gave up. Professor Calkinovati and Professor Richard Pankhurst in the meantime died. And Wezaro Maaza asks me if I can get, through colleagues abroad, external assistance to rebuild, renovate, and put back in place the archives of the palace. And she invites me to see it. When I go and see it, indeed, the archives of Menelik are there, So this story about their being burnt, this story about their being taken away, it seemed to me that was not completely true. There was some exaggeration at least. And so the project started, and the archivists started to work. Now, Jean-Pierre and my other colleagues, Eloi, now tell me that indeed the Italians had worked on the archives. They had made some selections, and perhaps they took some to Italy for decision purposes. But it was clear that they were interested in the archives. As they worked on it, they took out some things and put it in other places. So the story of the Italians working in the files, taking some to Italy, was not without foundation. There was some foundation. And where are we now? Now the work of inventory has started, has gone a considerable way. And by the time, these are the inventory sheets. By the time the inventory comes to an end, I'm sure we'll be able to know what the Italians did and what went to Rome and what has remained. The archives between 1941, after the restoration of the imperial regime, and 1974, for 33 years, were kept in good condition. They worked on this, these are working places, and they were really in good condition. And there are many witnesses now in Addis Ababa, people who have seen them, etc. And that includes me, who has seen them as a young man
before the outbreak of the revolution. Then when the revolution came, everything about the imperial regime or the ancien regime was denounced and condemned and so on. In many parts of the country, archives were destroyed because people said these are the records of the counter-revolutionaries, the feudal lords, and so on. Many other properties were destroyed because these are the properties of the bad feudal lords, etc. The military government was a very tough government, was a very brutal government, but at least they did not decide to destroy the archives. What they did was to dump them. Whatever they found, they collected them, put them together. Some files were put on the floor, other files were dumped one upon another, and then they locked it. No fire broke out, thanks to God. There were, from time to time, shootouts in the palace during the revolution and afterwards. That did not lead to any damage to the building. And so the archives, which are in good order, which worked very well, were found themselves in a kind of chaotic, confused, jumbled up situation because of the revolutionary situation in the country. Now, after the military, so in the military period, they were closed. Nobody was allowed to get into them, etc. Whenever there was a need for some documents, maybe they opened them, but they did not function as archives anymore. The building that you saw was, this building was closed. Only the outside, the surrounding rooms were used. Like this is the outside. These are doors that give you to outside rooms. Inside are the archives. They were not used during the military government. The military government was overthrown in 1991, and then after some time, a decision was made by the government to convert it into an archive for use by historians, by the Ethiopians, for cultural activities, etc. So this is the result that has brought us here. Thank you very much for your attention. And I pass on the power to you. Thank you very much, Ifaro. Merci beaucoup pour donc avoir donné un aperçu général de la situation de ces archives qui effectivement étaient inconnues jusqu'à présent, dont on croyait une partie détruite, dispersée en raison de la période d'occupation italienne, mais grâce au travail de rénovation architecturale du palais et au projet d'ouverture de ce palais au public, on peut maintenant commencer à avoir accès à ce fonds et à commencer à l'inventorier, ce qui permet de comprendre plus précisément des mouvements d'archives, de voir que certaines archives précédant la période d'occupation italienne ont été analysées. Il y a des traductions en italien sur certains dossiers. On a des inventaires en italien qui restent à étudier, savoir exactement ce qu'ont inventé les Italiens et pour quelles raisons, quels documents les intéressaient. Bon, c'est notamment les questions frontalières, mais aussi des questions très sensibles liées à l'abolition de l'esclavage, parce que l'une des raisons officielles pour l'Italie fasciste d'avoir occupé l'Éthiopie, c'est que l'Éthiopie n'avait pas suffisamment aboli l'esclavage de façon superficielle et que donc la civilisation libératrice de l'esclavage se devait de résoudre le problème par une occupation militaire. Je résume très rapidement, mais on voit que les Italiens s'intéressaient de près dans les archives à la question abolitionniste, justement pour appuyer leur justification d'occupation. Donc c'est l'un des dossiers intéressants qu'il y a à étudier dans ce fonds parmi bien d'autres. Et à part les archives à proprement parler produites par l'État éthiopien,
les archives de l'État italien d'Afrique orientale, hein, d'Africa Orientale Italiana, donc un empire empire colonial formé à partir de 1936. Une des surprises de ce projet a été de trouver une partie de ces archives dans le palais. Et c'est le travail que Jean Henné et Xavier de Saint-Chamas ont réalisé sous la supervision conjointe de Jean-Pierre Batte, moi-même, Schifero Bekele et Meaza Eschias pendant un séjour de 3 mois à Addis Abeba, où ils ont révélé toute leur puissance de travail, leur patience et une amabilité au travail qui les a fait participer pleinement à l'équipe, transmettre leur savoir. Les savoirs chartistes sont maintenant valorisés, connus en Éthiopie grâce à Jean et Xavier, que je remercie bien sincèrement pour nous avoir fait confiance pour les conduire dans ce pays et pour avoir réalisé ce travail qu'ils vont maintenant nous présenter. Bonsoir à tous. Nous allons vous présenter assez sommairement un peu les clés, les problèmes d'abord que nous avons rencontrés et à terme les solutions que nous avons essayé d'élaborer. Je ferai juste le cadre général et laisserai Jean et Xavier expliquer plus précisément l'industrie qu'ils ont dû développer pour un fonds qui représente toutefois, il faut quand même le rappeler, 50 mètres linéaires qui ont été trouvés en vrac et qu'ils ont pu, après un travail de préclassement, classer et rédiger un inventaire en 3 mois, ce qui sincèrement pour 50 mètres linéaires relève d'un exploit plus que convenable. Si une pierre dans mon jardin, je faisais 50 mètres linéaires tous les 3 mois, je pense qu'on aurait terminé aux archives nationales en 10 ans. Voilà. Donc, preuve qu'il faut prendre des jeunes archivistes et pas de vieux archivistes, ça va beaucoup plus vite manifestement. Ou alors c'est beaucoup plus malléable. Il y a les deux options. Et là on y travaille aussi pour savoir. Donc la présentation pour nous, c'est un travail archéologique. On arrive dans cette pièce qui vous a été présentée par Meaza et sur laquelle je vais revenir, avec quasiment aucun indice, puisque les Éthiopiens eux-mêmes ne savaient pas bien ce qu'il y avait dedans. Et on se demande par quel bout s'emparer. Alors évidemment, il y a la chose la plus bête à faire, qui consiste à prendre les cartons, les ouvrir, s'épuiser, déprimer, dormir, recommencer le lendemain, et ainsi de suite. Mais on ne tient pas très longtemps, pour être honnête. Donc on a imaginé un autre scénario qui aurait consisté à ce que 1941, et c'est ce à quoi, avec Éloi et Schifferau, nous réfléchissions depuis le début du programme, en quoi 1941, c'est-à-dire la libération de l'Éthiopie par les Éthiopiens, la reprise en main de l'administration éthiopienne et les Britanniques, et la reprise en main de l'administration éthiopienne par les Éthiopiens avait pu être en fait un cliché photographique et que nous allions creuser par unité stratigraphique à partir de là. Alors, les deux documents qu'on vous présente pour entamer, pour illustrer en fait cette affaire, c'est naturellement la proclamation édité en amharique et en italien que nous avons retrouvé dans les collections de l'ordre de libération. C'est l'ordre numéro 1 de libération d'Haïlé Sélassié, dans lequel il demande aux Arbéniotes, c'est-à-dire aux résistants éthiopiens, de ne pas tirer sur les Britanniques, et que pendant quelque temps l'armée britannique allait rester. Et puis surtout la deuxième photo, celle de gauche, plus intéressante, c'est en fait un monument assez connu, puisqu'il est dans la cour de l'université d'Addis Abeba, à l'entrée de ce qui était autrefois le palais du Négus, puis le siège du gouverneur général de l'Afrique orientale italienne, qui est un escalier fasciste, c'est-à-dire que chaque marche correspond à une année depuis la marche sur Rome. Donc c'est une forme de calendrier de pierre. Et nous, ce qui nous intéresse, et c'est sur cette hypothèse archivistique, à partir de cet indice monumental qu'on est parti, c'est qu'au lieu de le détruire, les Éthiopiens ont préféré mettre le lion de la tribu de Juda au-dessus, en ex-voto, pour rappeler qu'ils ont gagné, et non pas effacer le passé. Et à partir de là, on s'est dit qu'il avait pu se passer la même chose pour les archives. Alors, ce fonds italien, il se présente sommairement de cette manière, un placard posé sur cette porte battante. Il y a Italia Mesgembet, donc à partir de là, on savait qu'une authentification avait été effectuée sans pouvoir la dater. On sait que l'équipe de Meaza qui est arrivée au début des années 2010 l'authentifie, mais on ne sait pas si avant ces documents sont déjà là. C'est important pour savoir quel va être le degré de remanipulation depuis 1941 et donc de destruction-reconstruction.
un peu comme en archéologie, vous savez, c'est une grande blague qu'on fait aux premières années. On les fait souvent refouiller un site déjà fait. Quand ils arrivent à la bâche bleue, on sent la dépression nerveuse qui commence. Ben, là, on voulait éviter un petit peu ça. Donc, on s'est dit, on va faire cette histoire des archives sur cet échantillon italien. Et le premier constat, c'est qu'on est sur du matériau de récupération, c'est-à-dire que tous les cartons que vous voyez ici, ce sont en fait de la bureautique italienne, des cartons d'archives italiens qui ont été retournés et réécrits sur la tranche. Autrement dit, l'indice matériel des cartons est en partie détruit. En partie seulement, puisque à force de remanipuler tous ces cartons, à 3 faces, donc qui ne ferment pas intégralement, eh bien on a des indices sur le mécanisme de recotation italien sans qu'on puisse y associer directement les dossiers. Il n'empêche que dans l'énorme puzzle qu'on était en train de constituer, ça a été le premier jalon. Le deuxième jalon, c'est qu'il existe malgré tout des grandes trames photographiques de ce qu'est l'administration d'occupation italienne. Entendons par là que globalement, avant et après l'attentat contre Graziani en 1937 et l'arrivée du nouveau vice-roi d'Italie, eh bien, on voit une évolution et un raffinement de l'architecture administrative italienne. Il s'est donc agi, et c'est l'image que vous avez ici, de voir un peu comment cette géographie d'occupation se traduisait par les institutions et accouchait de fossiles que vont être les archives. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est très rapidement arrivé à la conclusion qu'en fait, c'est un espoir et une déception. Un espoir parce qu'effectivement, c'est la pièce centrale qui manque à l'histoire de l'Éthiopie durant l'occupation italienne, mais une déception parce qu'il faut bien voir que ce n'est que le centre nerveux d'Addis Abeba que nous voyons, c'est-à-dire cet avatar créé avec une illusion de contrôle du territoire du gouvernement général d'Afrique orientale italienne et de son petit frère né tardivement, qui va être le gouvernement du Shoah. Et on s'est aperçu en le faisant, alors qu'on croyait que c'était une architecture pyramidale, qu'en fait les bureaux étaient plus ou moins mêlés suivant les affaires, et que donc il y avait en fait une concentration, ce qui recoupe d'ailleurs du reste l'histoire de la résistance éthiopienne, une concentration et une volonté de représentation forte, très forte sur le Shoah, mais qu'en fait les connexions à travers le territoire laissaient certainement plus à désirer, et qu'au fond, au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'Addis Abeba, l'emprise administrative coloniale était peut-être de moins en moins efficace. Sur ce double constat, eh bien, on se retrouve avec des dossiers qui sont en fait des documents extrêmement fins, ce sont des petites chemises administratives remplies de correspondances pour les 3/4 dactylographiées, très peu de manuscrits, sinon quelques ajouts intérieurs. Et donc on voit en ce sens que l'administration coloniale chausse un peu les bottes de l'administration éthiopienne existante, et ça nous amène donc à la formulation de 4 hypothèses sur ce que signifie cette collection italienne avant qu'on entre dans les détails. Eh bien, il faut imaginer qu'en 1941, quand Haïlé Sélassié, avec l'armée britannique, rentre en uniforme britannique en Éthiopie, il est accompagné d'un autre personnage qui a revêtu pour la peine un uniforme également britannique, qui est Wolde Georgis Wolde Ioannes, que vous avez ici, qui a à tort longtemps été identifié comme le secrétaire particulier du Négus en exil, qui s'avère être en réalité le secrétaire général du gouvernement en exil à Londres, c'est-à-dire celui qui, pendant que l'empereur est à Basse, va depuis Londres animer tout le réseau diplomatique, politique, militaire. Il aura des contacts avec, alors la charnière se fera avec Lorenzo Taezaz, et ils auront des émissaires notamment placés à Paris, à Genève, tout un réseau paradiplomatique pour empêcher que l'affaire politique ne meure, à telle enseigne qu'ils parviennent à convaincre les services de renseignement français et britanniques au déclenchement de la guerre d'envoyer des supports en armes et en argent aux Arbegnoch depuis Khartoum. Donc on voit qu'ils ont un rôle extrêmement proactif au-delà du discours de 1936 du Négus à Genève. Et cet homme, quand il rentre en 1941 à Addis, va être propulsé ministre de la Plume. Et ministre de la Plume, il va directement chercher à faire des saisies d'archives dans Addis pour empêcher que ne s'émiette de l'information. Alors je vous rappelle que pour les archivistes, on est dans une recomposition de l'histoire hyper contemporaine. L'histoire connectée est à la mode. En 1940, les Allemands font exactement pareil au mois de juin quand ils entrent dans Paris. Les Soviétiques font exactement pareil quand ils entrent dans Berlin en avril puis mai 1945. On est dans un protocole de capture d'archives qui a été la part amnésique de l'historiographie du XXe siècle, mais qui en fait, en Éthiopie comme en Europe, mais fonctionne de la même manière.
Alors ça signifie que ces 4 hypothèses, eh bien, la première, c'est qu'on a affaire, alors là je reprends les thèses de Sophie Queré sur la mémoire spoliée, avec ce qu'on appelle des archives trophées. Pouvoir saisir et exhiber à la demande ou au besoin des archives de l'adversaire consiste à lui dire qu'on est arrivé au cœur de son coffre-fort et que s'il revient, il risquera la même peine. Si vous voulez, c'est la répétition des ex-voto d'Adoua. La deuxième hypothèse, qui est du coup un peu plus utilitariste, si j'ose dire, c'est la mise en accusation, la mise en pénalisation internationale de l'occupation, et c'est là que les mots ont une importance, de l'occupation italienne, d'abord au traité de Paris, c'est oublié, mais à part l'Allemagne et l'Autriche, tous les pays défaits par les forces alliées sont passés devant un bureau qui, du reste, est gardé aux archives nationales pour signer le fameux traité de Paris, qui prévoit quand même, dans le cas de l'Italie, entre autres, une dette de 25 millions officielle à l'Éthiopie, et qui est suivi, avec un support américain et britannique, par la création de la commission des crimes de guerre de l'ONU, qui va rendre son rapport en 1949, et on découvre, c'est Éloi qui en a fait la découverte, on découvre qu'une partie des documents saisis ont servi de pièce à conviction dans le rapport présenté par les Éthiopiens à cette commission. Et là, on peut supposer qu'il y a eu une collaboration, qu'on n'arrive pas bien à évaluer, entre les Britanniques et les Éthiopiens autour de ces archives. Les Britanniques étant un peu pressés de continuer la guerre, on ne sait pas combien de temps ni quand est-ce que cette négociation s'est jouée. La troisième hypothèse, c'est évidemment, comme pour l'épuration en France, la question des bandas ou des collaborateurs, c'est-à-dire enquêter sur ceux qui sont passés de l'autre côté du miroir pour les exclure ou au contraire les réinclure suivant les modèles de protocole ou les utilités. On parlait de l'attentat contre Graziani en 1937. En 1938, ça a eu comme conséquence que parmi les recompositions voulues par Victor Amédée de Savoie, eh bien, il y a eu la création d'offices, de charges locales, urbaines, à direction de notabilités éthiopiennes. Et c'est ça, en premier lieu, dans le Shoah et Addis, que Walde Georgis essaye d'identifier. Et enfin, troisièmement, quelque chose tellement simple et basique qu'on oublie, ni plus ni moins que la reconstruction et la continuité administrative et territoriale, parce que les Italiens vont notamment câbler en téléphonie, en télégraphie l'Éthiopie, puisque la carte que nous avons présentée tout à l'heure introduit une nouveauté par rapport aux cartes qu'a présentées Éloi, c'est que les Italiens installés à Addis voulaient pouvoir communiquer avec tous les gouvernements d'Asmara à Mogadiscio, et que jusqu'alors, eh bien, c'était une trajectoire territoriale qui n'existait pas encore, et que naturellement l'administration du Négus, de manière hyper moderne, va chercher à récupérer. Voilà un petit peu ce que nous avons dû réfléchir avant de nous lancer dans la restauration du fonds d'archives, pour lequel je cède la parole à Xavier et Jean. Bonjour. Donc, Xavier de Saint-Chamas et moi-même, nous avons fait dans le cadre de notre 3e année à l'École des Chartes un stage de 3 mois au sein de l'administration du palais du Premier ministre. Ce stage s'est déroulé de début octobre à fin décembre de l'année 2017, avec le soutien de Jean-Pierre Batt et Éloi Fiquet au début et à la fin du stage sur place, et tout au long du stage par voie de correspondance. Donc, nous avions pour mission de classer le fonds italien dans le cadre du partenariat entre l'EHESS et le Palais, l'École des Chartes venant elle en soutien en apportant son expertise en matière d'archives. Donc, la nature du fonds conservé était des plus stimulantes, puisqu'il s'agit à ce jour du seul reliquat connu de l'administration coloniale italienne, même s'il en subsiste sans doute d'autres ailleurs encore en Éthiopie. Et par ce caractère inédit de ces archives, notre travail de classement ne s'est pas limité à un simple tri, mais a consisté en une véritable recherche appliquée sur l'histoire de l'administration coloniale italienne qu'il fallait bien élucider pour pouvoir réaliser notre plan de classement. Donc, quand le CAFI Tazaz a récupéré le fonds sur lequel nous avons travaillé, il est resté pendant une vingtaine d'années ouvert dans une salle, et les Éthiopiens ont abondamment travaillé dessus. On retrouve dans les archives de nombreuses annotations marginales en amharique que le professeur Shifuro Bekele a bien voulu élucider pour nous, et qui confirment largement au moins 2 des hypothèses qu'avait fait Jean-Pierre Batt avant que nous nous attaquions au fond, c'est-à-dire que l'administration éthiopienne, après la victoire des Anglais, a recherché les collaborateurs, les bandas, et aussi cherché à savoir comment développer l'économie du pays à partir des réalisations italiennes.
Donc ce fonds est resté un instrument de travail pendant une vingtaine d'années, et en 1961, il a été remballé. Alors remballé dans le désordre le plus complet, chaque classeur d'archives ayant été rempli avec des dossiers attrapés à droite, des dossiers et des papiers attrapés à droite et à gauche. Ce qui fait que quand nous sommes arrivés, nous avons eu affaire à 50 mètres linéaires de vrac d'archives. Donc c'est dire que pour en venir à bout, il a fallu faire feu de tout bois en mettant en œuvre diplomatique, archivistique, histoire des institutions, toutes disciplines qui sont à l'honneur dans cette maison et que donc, nous avons apprises pendant notre scolarité. Donc la diplomatique et l'archivistique étaient deux sciences indispensables pour identifier les documents et leurs producteurs. Et quant à l'histoire des institutions, il a fallu nous faire nous-mêmes notre propre religion, puisque jusqu'à maintenant, l'histoire de l'administration coloniale italienne a été écrite simplement avec les productions officielles, les papiers du ministère des colonies en Italie et les mémoires d'anciens colons et d'anciens administrateurs. Or, il est clair qu'il ne peut y avoir de classement sans compréhension de l'histoire de l'administration, et donc le travail de classement des archives était indissociable d'un travail sur l'histoire des institutions que nous avons fait sur les archives pendant ces 3 mois. Donc effectivement, ce fonds d'archives sur lequel nous sommes arrivés, qui donc est un fonds qu'on a très vite qualifié donc, du fonds de l'AOI, donc de l'Afrique orientale italienne, est en fait une épave. C'est-à-dire qu'on a pu donc dénombrer à peu près 400 classeurs, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, originaux datant de l'époque des Italiens, mais aussi des classeurs plus tardifs, témoignant en plus de cela donc d'une intervention plus tardive. Et donc 400 classeurs et environ une 50 mètres linéaires d'archives. Il s'agit en fait principalement d'archives issues de la direction des affaires politiques, de celle des affaires économiques et de celle de la colonisation et du travail, qui est une direction un peu plus tardive, qui est mise en place, détachée de la direction des affaires économiques, au moment où le régime italien décide justement d'accentuer le déploiement d'un aménagement du territoire et d'une valorisation des terres, dans la mesure où l'idée originelle de l'Afrique orientale italienne, c'est d'en faire une colonie autonome et d'en faire une colonie qui est justement des structures de circulation et de communication, comme ça a été dit par Jean-Pierre, mais aussi de structures agraires qui permettent à terme aussi de fournir à l'Italie des moyens de subsistance, dans la mesure où l'Italie avait extrêmement peu de colonies qui pouvaient justement servir sa politique qui se voulait le plus autarcique possible. Donc, ces archives conservées, on souligne en outre le caractère militaire de l'administration jusqu'en 1937. Les Italiens donc arrivent au début de l'année 1936. Et à partir de ce moment-là, à partir du milieu de l'année 1937, succède à l'administration militaire une administration civile qui néanmoins demeure très largement peuplée par des militaires. En outre, particulièrement évidente est apparue l'intense activité liée à la vague de répression suscitée par l'attentat contre le vice-roi Gradiani, qui a lieu donc au mois de février 1937. Ces archives documentent en plus de cela les efforts de développement donc, économique, comme l'a introduit Jean, et de mise en place d'une colonisation blanche, vraiment, de la part des Italiens, déployée et accentuée par le gouvernement du vice-roi Amédée de Savoie-Aoste, qui, en plus de cela, met en place une activité de contrôle des populations, de toutes les populations, en fait, qu'elles soient éthiopiennes ou italiennes. Il y a une très forte politique d'immigration italienne vers l'AOI, qui, elle aussi, a été très fortement contrôlée, et de manière à justement éviter l'arrivée dans l'Empire, dont la mise en place pouvait être laborieuse, d'éléments perturbateurs et qui auraient pu freiner ou desservir la mise en place justement de cette colonisation. Ces archives témoignent donc de la transformation du pays progressivement sous la botte des Italiens, et aussi à la fin de la période italienne, enfin en tout cas à partir du moment où les Anglais sont aux portes de l'AOI,
témoigne donc de la transformation de l'économie du pays en économie de guerre à partir de 1940, à partir du moment où justement toutes les forces de l'Afrique orientale italienne sont mises au service de la politique de défense de l'AOI. Dernier élément, ça a été donc introduit par Éloi tout à l'heure, qui est justement le travail fait justement, dont on a quelques traces dispersées et dans le fond de l'AOI et dans le fond des archives antérieures, l'intervention faite sur les archives éthiopiennes même, avec la constitution, la réunion d'une collection de documents qui s'est intitulée Biblioteca dell'Impero, qui est donc justement la constitution d'un fonds de documents mis au service à la fois d'une mémoire donc de ce qui était antérieur au régime fasciste, et donc justement cette filiation dans laquelle s'inscrit le régime italien à partir du moment où il arrive, et donc avec cette symbolique aussi donc de la saisie des archives et de la mise au service de ces archives antérieures au service de la politique italienne. Ainsi, donc, à mesure que notre travail avançait, nous sommes parvenus à reconstituer et parfois à retrouver les plans de classement successifs mis en place par les Italiens, que nous avons donc reproduits dans notre plan de classement, car ils ont le grand mérite de refléter les importantes mutations qui sont intervenues dans cette administration au long des 5 années de présence en Éthiopie. Une fois les archives classées et décrites, elles ont donc été réintégrées à la pièce où nous les avions trouvées, que vous avez vu plusieurs fois dans les différentes vidéos et images qui vous ont été passées. Et donc, ce qui est la pièce dans laquelle nous les avions trouvées et dans laquelle elles étaient depuis 1961, moment où, Jean le disait tout à l'heure, elles ont été remises en vrac dans des classeurs et réintégrées à cette salle. L'inventaire du fonds est actuellement en cours d'achèvement. Il donnera prochainement lieu à une publication dans les Annales d'Éthiopie. Et donc, cette publication qui sera coordonnée donc par Jean-Pierre et Éloi me permet donc de faire le lien et de souligner la dette importante que nous avons contractée envers eux, envers à la fois Éloi et Jean-Pierre dans le cadre de la mise en place de ce travail, mais aussi une dette importante auprès du professeur Shiferao Bekele, qui nous a très profondément éclairé sur l'histoire de l'administration éthiopienne, ainsi que donc Meaza Eskias, qui nous a ouvert les portes des archives, et son équipe qui nous a très souvent aidés dans le cadre de notre travail. Le Centre français des études éthiopiennes, lui, a assuré un soutien logistique important dans la mesure où nous avons pu y être logés, donc nous lui en sommes particulièrement reconnaissants, et nous avons pu profiter de sa bibliothèque, avec notamment un certain nombre de publications qui ont très fortement nourri la réflexion que nous avons pu mener sur ces archives. Donc les semaines que nous avons passées à Addis Abeba ont pu donner lieu donc à cette première intervention concrète sur le patrimoine éthiopien dans le cadre de ce programme plus vaste donc, qui a été présenté par ceux qui ont parlé avant nous, et donc marque le début, enfin la suite plutôt, d'une collaboration fructueuse entre les diverses institutions. Depuis lors, nous avons eu la joie de voir que d'autres étapes ont pu être franchies, avec notamment la participation de l'Institut national du patrimoine qui a pu se joindre à ce programme. Et enfin, dernière étape en date, cette visite pour laquelle nous avons été heureux de pouvoir revoir nos partenaires éthiopiens et de pouvoir, à hauteur de ce que nous pouvons faire, les accompagner dans la politique de valorisation et des archives et du palais qu'ils ont décidé de lancer. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention.